Bonjour. Le musée du Prado fait partie des institutions les plus importantes dans le panorama culturel international. Et c'est l'histoire de ce musée et de ses collections, la façon dont elles se sont enrichies progressivement au fil de l'histoire, les sélections qui seront faites et leur présentation au sein du musée que je vous propose d'évoquer aujourd'hui. Vous avez une vue aérienne des bâtiments créés au XVIIIe siècle et agrandis pendant le XIXe siècle de ce qui est l'actuel musée du Prado. À l'arrière, près de l'église, on distingue aussi l'extension moderne. Nous la reverrons dans un moment. L'emplacement est retenu déjà à la fin du XVIIIe siècle, à proximité de la promenade du Salon del Prado. Une végétation luxuriante se déploie dans ce vaste jardin au niveau d'une ravine qui avait été comblée au XVIIIe siècle pour créer une promenade comme on les apprécie alors en cette fin du XVIIIe siècle. Seulement, tout cela étant aménagé sur un espace très humide, les promenades ont remplacé, la partie, un peu, mal agréable du lieu, mais l'humidité séculaire est restée et est toujours bien présente dans les parties basses du musée. Qu'importe, le nouveau site plaît au tout Madrid qui s'y promène et l'on rencontre toute la population madrilène au XVIIIe siècle, les gens chics, mais aussi les chulos, c'est-à-dire les grisettes et les mauvais garçons de Madrid, ainsi que les maras, les courtisanes. À proximité de cette promenade, quelques maisons borgnes avaient été installées, notamment à l'emplacement de l'actuelle église del Cristo de Medinaceli. Une église donc refaite à l'emplacement à partir de 1927, lorsque le nouveau quartier, à proximité du Prado, se trouve urbanisé. Mais le site existait déjà depuis fort longtemps, surtout dans la partie haute, où l'on peut voir dans ce tableau de 1637 une vue du palais du Buen Retiro, un tableau fait par Leonardo. À partir de 1630, le favori du roi Philippe IV, Gaspard de Guzman, fait construire une série de pavillons par l'architecte Carbonel dans des jardins à proximité du couvent de Saint-Jérôme où le roi faisait des retraites. Le site est ainsi élevé avec une série de pavillons indépendants qui progressivement vont être reliés, une œuvre qui se fera tout au long des années 1640 pour devenir un très fastueux édifice qui reprend l'idée d'un alcazar royal. On va voir la grande cour principale sur la droite de cette image avec des tours surmontées de grandes toitures. Et dans ce lieu, on pourra aussi recevoir de façon élégante des invités, des ambassadeurs. Cela devient un lieu de retraite pour la famille royale. Après le premier incendie du palais royal au XVIIe siècle, le lieu va accueillir une partie des tableaux et des collections et on peut imaginer ainsi une première préfiguration de ce que sera le musée du Prado dans plus de 100 ans. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le bâtiment du Buen Retiro sera très modifié et il ne subsiste à l'heure actuelle qu'une toute petite partie. C'est celle que je vous propose de voir maintenant. Cette partie, c'est celle que l'on appelle le Salon des Royaumes. C'est un vestige du corps principal du bâtiment, élevé entre 1635 et 1640. Le Salon des Royaumes qui, dans quelque temps, sera raccroché au musée du Prado de façon à y recevoir des expositions temporaires. Une annexe qui aurait pu être restituée dans son état du XVIIe siècle, car les toiles qui étaient accrochées sur les murs sont en grande partie conservées au musée. Mais il semblait plus cohérent de créer un espace différent avec un accès autre que celui du musée afin d'y présenter de grandes expositions ou des rétrospectives. Le bâtiment
avait déjà été transformé en musée, un musée de l'armée, et on distingue dans cette pièce principale le décor du Salon des Victoires, avec notamment donc tout un ensemble de fresques, d'armoiries représentant les différentes sources héraldiques du royaume. Dans la salle se trouvait toute une série de peintures représentant des scènes de bataille, des moments importants dans l'histoire du royaume, des toiles qui sont faites par Carduccio, Zurbaran notamment, avec la défense de Cadix, et aussi 12 autres scènes de bataille qui sont aujourd'hui hébergées au Prado. On y avait installé également une série de peintures représentant les travaux d'Hercule, qui sont toujours dans les collections nationales. Ainsi, dans cette salle qui célèbre les victoires de la nation espagnole, on pouvait voir des toiles comme celle-ci, la prise de Breda, un tableau fait par Velázquez, qui représente la reddition de la ville de Breda. On distingue dans la deuxième partie du tableau le site, ses étangs. Velázquez n'est jamais allé sur place pour faire le tableau. Il va utiliser des gravures de Jacques Callot, qui avait fait ainsi les relevés du site. Il va introduire des références à des scènes de bataille, notamment ce bel effet des lances dans la partie droite du tableau, hérité des tableaux des batailles de Paolo Uccello, et faire ainsi une célébration des reconquêtes espagnoles dans les Pays-Bas, alors que les Pays-Bas s'étaient ligués contre l'occupant espagnol. C'est une éphémère victoire, puisque quelque temps après, les Provinces-Unies se réuniront et pourront déloger l'occupant espagnol. C'est ainsi que naîtront donc les Pays-Bas quelque temps plus tard. Une grande peinture de grand format, un programme tout à fait ambitieux, où l'on voit vraiment une exaltation des vertus militaires et une justification de ces batailles du XVIIe siècle. Dans ce même salon, des tableaux comme Marguerite d'Autriche à cheval, on la voit ici à droite, Philippe IV également, les tableaux sont maintenant conservés au Prado, ils sont faits par Velázquez en 1635. Le XVIIe siècle, c'est le grand moment de ces peintures équestres qui ressuscitent les souvenirs des statues équestres qui avaient été faites pendant l'Antiquité. À partir de la Renaissance, on voit les statues ressurgir sur les places publiques, encore peu en Espagne. Elles vont devenir plus importantes pendant le XVIIe siècle, tout comme en France. Et nous avons ici une majestueuse et admirable représentation du souverain, vêtu avec une cuirasse à la moderne, mais reprenant les attitudes des grands cavaliers de l'Antiquité que l'on pouvait voir sur les places des plus grandes villes de l'Empire. Dans la suite des bâtiments construits pour faire cet ensemble du palais du Buen Retiro, se trouve le casone du Buen Retiro, cette petite maison qui est aujourd'hui l'équivalent de l'école du Louvre, c'est donc l'école du Prado, et la salle qui accueille donc les grands espaces, conserve une partie de sa décoration d'origine. Pour la façade, c'est une transformation du XIXe siècle avec des agrandissements de cette baraque, comme on la surnommait alors, une façade dans un goût de palais néoclassique ou de temple à l'antique, et un lieu qui avait été très très abandonné, très dégradé et sauvé finalement donc en 1971 lorsqu'il est affecté au musée du Prado. On y présenta dans un premier temps les peintures du XIXe siècle. Ces peintures qui se retrouvaient présentées sous la voûte de la grande salle, une voûte réalisée en 1694 par Luca Giordano, représentant le triomphe de la Toison d'or.
Parmi les œuvres les plus anciennes qui étaient au sein des collections royales, certaines seront donc présentées ici et considérées comme des chefs-d'œuvre, ce qui est intéressant car dans la tradition espagnole, les biens acquis par le souverain faisaient partie de ses biens propres et après son décès, il était d'usage de vendre les toiles ou les objets. Avec le règne de Charles Quint, on va voir arriver une nouvelle notion, celle du legs à son héritier, qui va devenir un usage, et en quelque sorte, les nouvelles œuvres et les biens acquis par le souverain rentrent dans une sorte de patrimoine national et resteront donc dans l'héritage de la famille royale. Et c'est ainsi que on va voir se constituer une collection de plus en plus importante. Philippe II, sur les conseils de Guevara, va présenter ses œuvres. Son ministre lui disait qu'effectivement les œuvres n'étaient pas faites pour être dissimulées, qu'elles perdent de leur valeur et cette valeur ne s'obtient qu'en les exposant dans des lieux où elles peuvent être appréciées par le plus grand nombre. Ce n'est pas encore la création d'un musée. La notion au XVIIe siècle est encore assez nouvelle, même si depuis la Renaissance, des musées sont ouverts en Italie, mais on voit très bien se distiller l'effet d'intérêt sur les œuvres du patrimoine, les œuvres des grands maîtres donc collectionnées par les souverains, et qu'il devient indispensable qu'on puisse les voir de façon à conserver leur valeur, leur intérêt, mais aussi à permettre aux artistes d'apprendre et de s'enrichir grâce à l'apprentissage en observant les styles des maîtres anciens. La collection était assez importante déjà, et je vous propose de voir maintenant quelques-unes des toiles emblématiques qui font partie des chefs-d'œuvre du Prado et qui sont issues des collections royales. On constatera tout d'abord une place particulièrement importante de la peinture italienne et notamment de la peinture vénitienne. Ici, une toile de Titien qui représente Danaé. L'inventaire de 1564 témoigne des accrochages des œuvres à l'intérieur du palais royal. La Danaé avait été un achat fait directement par le souverain auprès du Titien et une peinture avec un nu particulièrement voluptueux, et on sait que cette peinture était accrochée dans les appartements privés du souverain. Dans les appartements publics, ce sont des thèmes religieux, car nous sommes encore dans une période où l'Inquisition joue encore un rôle important. Cette Inquisition va durer jusqu'au premier tiers du XIXe siècle en Espagne. On verra que Goya aura quelques soucis. Donc il était de bon ton de présenter des œuvres beaucoup plus formelles, des œuvres religieuses, des scènes de bataille, des scènes historiques dans les appartements ouverts au public. L'inventaire de 1596 témoigne de 1550 tableaux exposés à travers les appartements, les thèmes religieux dans les appartements accessibles au public. Sous le règne de Philippe IV, entre 1621 et 1665, on va voir un goût beaucoup plus ambitieux et des œuvres beaucoup plus différentes qui vont commencer à entrer dans les collections. C'est aussi le moment où l'école espagnole, celle autour de Velázquez, de Murillo, va se mettre à avoir un rôle beaucoup plus important. Mais on voit que dans les collections, c'est toujours l'Italie qui prime. Nous avons ici ce tableau de 1461 réalisé par Mantegna, représentant la Dormition de la Vierge, un tableau qui provient de la chapelle du palais ducal de Frédéric Gonzague à Mantoue. À la mort de la famille de Gonzague, moment d'extinction donc, en 1627, le roi Charles Ier d'Angleterre va acheter l'essentiel des collections.
Cette collection sera en grande partie achetée ensuite à partir de 1649, après la destitution et l'assassinat de Charles Ier d'Angleterre, et c'est comme cela que ces œuvres mantoises arrivent à Madrid. Œuvre ici donc de Mantegna. Des œuvres toujours en grand nombre venant de Venise, par exemple ici ce lavement des pieds fait par le Tintoret en 1548 pour l'église San Marcola de Venise dans une chapelle. Ce tableau donc arrivera à l'Escorial et ensuite au musée du Prado. Un autoportrait de Dürer, 1498, c'est le deuxième de ces trois autoportraits qu'il a réalisé. Celui-ci avait été offert par la ville de Nuremberg à Charles Ier d'Angleterre et donc acheté ensuite avec l'ensemble des collections de Charles Ier. On voit dans cette représentation une allure tout à fait intéressante car c'est celle d'un gentilhomme, d'un jeune homme tout à fait élégant et à la mode, mais rien ne fait état de son état de peintre. Pas de peinture à proximité, pas d'instrument, pas de palette ni de pinceau. C'est donc son statut social de grand bourgeois de la ville qui est davantage célébré dans cette peinture. Une peinture avec un léger mouvement de trois quarts qui reprend les formulations qui avaient été mises en place par Dirk Boots et qui sont très appréciées par les peintres de la Renaissance, introduisant ainsi du mouvement dans leur représentation. Il fait partie des tableaux qui, dès l'ouverture du musée, sera présenté au public. Une Sainte Famille par Raphaël, 1518, c'est une commande de Ludovico Canossa. Le tableau passe ensuite en Angleterre et sera acheté par Louis de Haro, qui va le céder à Philippe IV et trouvera vraiment la place dans ses collections, considérée d'ailleurs comme une des perles, un des chefs-d'œuvre de la collection royale. On voit donc que pour la constitution de ces collections royales et qui serviront donc de noyau pour le musée du Prado, des achats directs par la famille auprès des peintres, des achats auprès d'autres pays, rachat de collections, mais également des donations qui sont faites, comme ici pour cette Sainte Famille de Raphaël. Moïse, sauvé des eaux, un tableau de Véronèse des années 1580, c'est tout le faste de la décoration de Véronèse, la mise en scène toujours très heureuse et royale de ces différentes scènes bibliques qui vont faire que la famille royale collectionnera avec beaucoup de plaisir aussi les grandes toiles de Véronèse. Une Madone faite par Andrea del Sarto en 1522. Nous avons ici l'opposition entre Venise et son coloris et cette fois-ci l'école florentine avec un poids et une force du dessin encore plus importante que dans la matière vénitienne, bien que la couleur ne soit pas du tout occultée ou secondaire. On voit ici les saturations des effets de soie changeantes sur les costumes des personnages, notamment pour l'archange à droite avec cette tunique verte tirant vers les jaunes pour les parties mises en lumière. Une grande composition pyramidale, très spectaculaire, surtout que c'est une œuvre qui est réalisée à format réel et que donc les personnages ont véritablement une grande présence lorsque l'on peut admirer directement ce tableau. Un tableau de Raphaël, de nouveau, cette chute du Christ sur le chemin du Calvaire, tableau des années 1515 ou 1517, fait pour l'autel majeur du couvent palermitain de Santa Maria del Spasimo, une église qui tombe assez rapidement en ruine, et le tableau est acheté directement en Sicile par intervention
nom du vice-roi de Naples, le vice-roi Ayala. Naples est alors sous domination espagnole et c'est ainsi que quelques œuvres pourront être sélectionnées et rabattues directement vers le patrimoine royal. Il arrive que les vice-rois ou que certains représentants espagnols installés à Naples fassent des acquisitions pour eux-mêmes et parfois, eh bien, on leur fait comprendre aussi qu'il serait tout à fait élégant de leur part de faire un beau cadeau au souverain en hommage au souverain. Et c'est donc de façon un peu forcée que certaines œuvres sont données au roi d'Espagne pendant le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Un très beau tableau ici de Lorenzo Lotto de 1523, le portrait de Marsilio Cassotti et de sa femme Faustina. Un tableau qui rentre dans les collections suite à l'achat de la collection Sand, un achat qui est fait à l'initiative de Pana Aranda. Un tableau qui représente ce moment de l'union. Cupidon vient réunir sous le joug les deux époux, conjugum, avec le joug, donc un symbole qui est assez intéressant de cette réunion des deux personnages et des deux familles, des mariés qui nous regardent, qui échangent les liens du mariage, les anneaux sont alors en train d'être passés au doigt, une tradition lancée et notamment remise au goût du jour par Isidore de Séville au Ve siècle, donc quelque chose qui parle bien sûr à la tradition sévillane et espagnole. On a différentes lectures aussi de ce tableau très très riche en symboles, que ce soit les perles, le camée à l'antique, les brindilles de myrte qui sont associées au mariage de l'époque romaine. Un très très riche tableau donc fait par Lorenzo Lotto. Ce tableau de Vénus et Adonis, une magnifique œuvre des années 1580, un tableau de Véronèse, toujours ce colorisme brillant, ces carnations très voluptueuses et ces corps donc assez épanouis et replets des personnages tels qu'on les apprécie au XVIe siècle, mais également au XVIIe siècle. Et voilà pourquoi, non seulement par le nom de Véronèse, mais aussi par le talent de cette toile, voilà pourquoi le tableau va être acheté par Velázquez, qui fut envoyé pendant le XVIIe siècle à deux reprises en Italie, de façon à faire des acquisitions pour les collections royales. Tableau de la Vierge à l'enfant entre Saint-Roch et Saint-Antoine de Padoue, un tableau fait par Giorgione ou Titien, ou très certainement une œuvre commencée par Giorgione et achevée ensuite par le Titien, après la disparition de Giorgione en 1510. Le tableau est acheté en 1650 par le duc de Medina de la Torres, qui est vice-roi de Naples, et qui va l'offrir, on pousse un petit peu d'ailleurs à ce cadeau qui manquait de spontanéité, pour le remettre directement au souverain et ainsi faire son entrée dans les collections du roi. De Titien, ce portrait de Frédéric de Gonzague, un tableau fait aux alentours de 1525, qui fait partie de ces prototypes des grands portraits et des formulations imaginés par Titien, ce fond sombre avec des coups de brosse assez épais, une belle lumière qui va courir sur le premier plan et faire ressortir le visage, une vision faite de trois quarts, ce qui permet d'introduire aussi du mouvement avec un buste en entier, les mains qui peuvent se mettre également en action. Un magnifique tableau que le marquis de Léganès va devoir concéder au souverain. Voilà une occasion encore d'enrichir les collections à moindre coût. Toujours des années 1525, cette œuvre par le Corrège, un Noli Me Tangere, une des premières grandes œuvres de sa maturité qu'il fait pour la chapelle de la maison de Vincenzo Ercolani à Bologne.
En 1598, le cardinal Pietro Aldobrandini va en devenir propriétaire. On va retrouver la toile en 1621 chez le cardinal Ludovico Ludovisi, qui va en faire un cadeau d'ambassade au marquis de Monterrey et qui l'offrira au roi en 1634. Un parcours donc intéressant de voir à quel point les grands collectionneurs, que ce soit Aldobrandini, les Ludovisi, grande famille romaine en quête d'œuvres d'art, vont parfois, comme a été souvent le cas de Ludovisi, se servir de ces belles œuvres d'art comme cadeau diplomatique et beau geste d'ambassade. Et ainsi, le tableau, à son arrivée en Espagne, gagnera directement les salons du palais de l'Escorial. Au XVIIe siècle, la ferveur de l'art de Rubens est particulièrement vive à travers toute l'Europe, mais bien sûr dans les Pays-Bas espagnols. Et donc, on retrouvera de très nombreuses toiles de Rubens en Espagne, dans la péninsule. C'est le cas de ces Trois Grâces, réalisées en 1639. À la mort de Rubens, le roi va faire l'acquisition d'une grande série des tableaux qui étaient restés dans l'atelier, dans la maison de Rubens à Anvers. Alors, de très nombreux tableaux vont gagner le sol espagnol et c'est ainsi que ce tableau sera placé dans l'Alcazar de Madrid au moment de son arrivée. Tableau qui reprend le mythe des Trois Grâces, des trois déesses, et on reconnaît sur la gauche le visage d'Hélène Fourment peu de temps après son union avec Rubens. De Rubens, 1633, ce jardin d'amour, une préfiguration des thèmes élégiaques et des pastorales que l'on va trouver au XVIIIe siècle dans la production des scènes galantes, de ces rendez-vous à Cythère et autres moments courtois qui se déroulent dans des jardins ou à proximité de temples ou de portiques chimériques, comme ceux que l'on voit ici chez Rubens. Intéressante donc, puisqu'en 1633, il a déjà une centaine d'années d'avance par rapport à ce thème qui sera très utilisé à partir de la fin de la Régence en France. Charles Ier d'Angleterre, une copie, une reproduction d'après les tableaux originaux de Van Dyck qui vont être achetés en très grand nombre. Un tableau avec une vision de face et de profil légèrement également de trois quarts, qui fait partie de ce type de tableau envoyé au sculpteur pour que l'on puisse faire une effigie sculptée du souverain sans que le souverain ait à poser ou à voyager, comme lorsque l'on envoie par exemple ces sculptures, ces préparatifs donc pour les sculptures à des sculpteurs étrangers. Un magnifique autoportrait aux alentours de 1562. C'est Titien qui se représente ici, âgé de 73 ou de 75 ans. Il y a un autre portrait, plus jeune, qui faisait partie des collections, mais qui va disparaître dans l'incendie de l'Alcazar royal de Madrid en 1604. À cette époque, il y aura d'assez nombreux tableaux qui vont être perdus. D'autres pertes importantes auront lieu avec l'incendie de 1734, où là, c'est 537 tableaux qui ne pourront pas être sauvés des flammes du palais royal. Par chance, celui-ci donc a pu venir jusqu'à nous. Vasari parle de ce tableau qu'il a vu dans l'atelier en 1566 et le trouve absolument pénétrant de gravité et de profondeur. Il est vrai que le morceau n'est pas facile à réaliser, les autoportraits de profil sont beaucoup plus rares, car plus complexes à mener. On a un choix ici
qui place la représentation du visage de Titien dans l'héritage, dans la lignée des profils des médailles romaines, de façon à encore ennoblir sa qualité, ennoblie également par la chaîne d'or qu'il avait reçue par Charles Quint. C'est donc un grand maître absolu de l'art qui se représente en tant que tel ici avec son autoportrait. Le roi Philippe V va avoir l'opportunité d'acheter la collection de Carlo Maratta, grand peintre romain, très collectionné et très apprécié par toutes les grandes cours européennes. Louis XIV aurait rêvé d'avoir un portrait de lui fait par Carlo Maratta. Maratta ne fera jamais le voyage à Paris et ne se précipitera pas pour chercher quelques commandes du côté français. Et donc le roi d'Espagne, Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, aura, lui, la chance de pouvoir acheter le fonds de Maratta, dans lequel on va trouver des peintures de Carache, de Sacchi, de Nicolas Poussin, et sous l'impulsion d'Élisabeth Farnèse, de très nombreuses acquisitions vont se faire alors. L'épouse de Philippe V, évidemment italienne, pousse pour des achats de collections ou de peintures faites par les maîtres italiens, de façon à compléter aussi ce qui était arrivé en Espagne avec sa dot. Et c'est comme cela donc que va arriver cette Vierge à l'enfant, un tableau fait vers 1656 par Carlo Maratta, une reprise de la partie centrale d'une adoration des bergers beaucoup plus ample qu'il avait faite pour la chapelle alla Leone dans l'église de Sant'Isidro Agricola à Rome. Ici, une concentration très intime avec un grand jeu de contrastes lumineux entre le fond et la lumière irradiante émanant du Christ et de ce premier plan. Une beauté très classique, très formelle pour le visage de la Vierge et des gestes pleins de délicatesse avec de très beaux mouvements de main, comme ceux que prodigue la Vierge ici autour du corps de son fils. Autre tableau de Carlo Maratta, mais en 1680, cette Vierge à l'enfant en gloire, il s'inspire d'une œuvre de Carache qu'il connaît par la gravure pour réaliser ce grand tableau. Il fait partie des achats donc faits aux héritiers Maratta, achats qui sont faits en 1722, et le tableau ira directement au palais de la Grandra, la résidence préférée du roi d'Espagne Philippe V. C'est en 1857 qu'il arrive au musée. À cette époque, il est estimé comme étant une copie, mais à partir des études, on s'est rendu compte que c'est bien une œuvre autographe du maître. De ces acquisitions de la succession Maratta, cette Madeleine entourée de deux anges, une toile faite au début du XVIIe siècle par Annibal Carache. Elle n'est pas pour l'instant présentée au public, elle est dans les réserves du musée du Prado, mais témoigne de cette grande ferveur de l'expression des passions qui parcourt la peinture romaine au début du XVIIe siècle. Œuvre d'importance dans la carrière de Nicolas Poussin, c'est la réalisation de ce tableau dans les années 1630-1631, le Parnasse. Le Parnasse est réuni ici autour donc d'Apollon, nous sommes tout en haut du mont Parnasse. La rivière, source d'inspiration des poètes, coule en dessous des pieds d'Apollon. Les muses sont réunies autour de lui, les poètes, les plus grands artistes, les auteurs, les tragédiens antiques, tous couronnés de lauriers, invention de couronnement faite par Apollon après son amour déçu auprès de Daphné. Voici donc une véritable grande célébration apollinienne dans un goût romain parfaitement à l'antique, avec la grande clarté de la peinture de Poussin dans ces années 1630. Le tableau
fait donc partie de ces achats. Il avait été, au moment de sa réalisation, immédiatement acheté par la famille Mattei, qui est une des familles nouvelles à partir du XVIe siècle à Rome, qui a une certaine puissance et qui se constitue rapidement une très grande collection, voulant ainsi entrer dans le concert des grands mécènes de Rome. De la collection Mattei, le tableau va passer à la collection de Laravoie, puis au duc de Gramont et ensuite Jacques Meijers à Rotterdam, qui va l'acheter vers 1714. Et c'est en 1727 que Philippe V achètera ce tableau pour le placer dans son palais de la Grande Rhin. Un tableau qui fut placé immédiatement après l'ouverture du musée du Prado dans les salles. Et ici, on peut voir la salle de la peinture romaine, avec notamment les artistes français qui travaillaient à Rome. On distingue le tableau de Poussin, des tableaux de paysages de Duguay également, une photo du fond du musée, photo faite en 1907. Quelques acquisitions aussi de tableaux qui sont faits par la reine Élisabeth Farnèse. C'est ici un achat lorsqu'elle fait, à l'occasion d'un séjour à Séville, elle va acheter de nombreux tableaux de Murillo. Et nous avons ici cette Sainte Famille avec un oiseau, un tableau des années 1650. Jusque-là, donc jusque ces années 1729 et 1733, Murillo était en grande partie absent des collections de la famille royale espagnole. C'est un nouveau regard que l'on a sur son œuvre, sur cette peinture héritée de l'époque caravagesque et transposée en terre d'Espagne, qui fait que on va apprécier la peinture de Murillo à partir de ces années 1730. C'est aussi un moment où on va augmenter le nombre de toiles et les thématiques autour de la présence de Joseph au sein de la famille sainte. Joseph va devenir beaucoup plus évoqué à l'initiative de la Contre-Réforme. C'est surtout au XVIIIe siècle qu'on va trouver de très nombreux tableaux le représentant avec un rôle beaucoup plus actif, et c'est ce que l'on a ici avec ce joli rapport entre Joseph et l'enfant Jésus, tableau donc des années 1650. Tableau qui avait fait partie des envois à Paris pendant l'occupation napoléonienne au début du XIXe siècle et restitué par la suite au Prado. De Murillo, également une de ses œuvres très connues et très appréciées du grand public, ce jeune pasteur, un tableau des années 1660. C'est un achat qui est fait par Gaspard de Molina pour la reine en 1744 et qui sera envoyé à la reine Élisabeth Farnèse au palais de la Grande Rhin. C'est aussi tout ce que l'on aime pendant cette période, les ruines à l'arrière, des ruines à l'antique qui sont certes dans le goût décoratif du moment, mais qui sont bien sûr une allégorie de la défaite du paganisme. Les temples antiques se sont effondrés. Le jeune berger, bien sûr, c'est ici un Christ ou un Saint Jean-Baptiste selon les lectures. On pensera plutôt pour le Christ avec le côté auréole irradiant discrètement autour de cette grande chevelure bouclée et le sacrifice qui sera fait avec le thème de l'agneau juste à l'arrière. Le tableau sera en réalité une reprise faite à partir d'une gravure que Murillo avait pu connaître, gravure faite par Stefano de Bella, qui avait un très très grand talent pour la description des portraits d'enfants et qui sert donc de point de départ à ce jeune pasteur par Murillo. Une tentation
de Saint-Antoine Abbé. Un tableau fait par Ténier et qui fait partie des inventaires des tableaux présentés au palais du Buen Retiro. Il se trouve que c'est plus de 60 tableaux de David Ténier qui seront achetés par la famille royale. Ils sont aujourd'hui au nombre de 67 dans les collections du Prado et sont un des fonds parmi les plus importants de ce peintre. C'est la tradition hollandaise avec cette précision de représentation, ces détails toujours très nourris, transposés ici dans le décor de ruines à la romaine, donc une croisée d'influences qui fait aussi beaucoup à la séduction de cette peinture. Adam et Ève, tableau des années 1507, réalisé par Dürer. C'est un don de Christine de Suède à Philippe IV. Une autre façon d'enrichir les collections que nous voyons ici avec des dons entre souverains. Le cadeau est fait en 1654. Et puis ensuite, en 1724, on achètera une grande partie de la collection de sculptures de la reine Christine de Suède, qui avait été constituée à Rome, et ainsi beaucoup d'œuvres arriveront également au Prado. On a ici le prototype des Vénus allemandes maniéristes, qui sont aussi une sorte de personnification du désir. Donc Ève avec cette bouche légèrement entr'ouverte, cette attitude gracile, dansante, avec ses pieds qui se touchent de la pointe vers le talon, qui donne beaucoup de vie à la silhouette d'Ève. Adam, quant à lui, a les canons tout à fait esthétiques des observations anatomiques de la Renaissance. Le tableau était rentré en 1516 dans les collections de l'évêque de Breslau, passe ensuite dans la collection de Rodolphe II. Pendant la guerre de 30 ans, le tableau est volé à Prague par les troupes suédoises, et c'est comme cela qu'il arrive à Stockholm. Et donc après, de Stockholm, il sera offert par la reine Christine de Suède. Une épopée assez extraordinaire pour Adam et Ève de Dürer. À la fin du XVIIIe siècle, avec leur présence aussi dans les chantiers, les tableaux faits par les artistes qui sont venus travailler en Espagne, comme Corrado Giacinto, comme Tiepolo, comme Anton Raphael Mengs, vont être aussi des œuvres qui vont rentrer dans les collections de la famille royale. Et ces œuvres, par ces artistes, notamment par Mengs, vont faire partie de points d'observation pour les artistes de l'Académie royale de peinture San Fernando et vont introduire un certain classicisme. Au XVIIIe siècle, il y a aussi les acquisitions nombreuses et les commandes qui sont faites par Charles II à Luca Giordano, qui avait décoré le Casone del Buen Retiro, qui décorait aussi le grand escalier de l'Escorial. Et pendant cette période va s'épanouir en parallèle une école madrilène, des artistes qui commencent à être beaucoup plus appréciés par les collectionneurs espagnols. On va voir des œuvres de Carreno, de Coelho, Corenzo, Escalente, Antoniolese, Caballazero, qui sont assez peu exposés au Prado, faute de place, et finalement le Prado rend assez peu hommage à ces grands peintres espagnols, excepté bien sûr quelques grands noms incontournables. Et parmi ces grands noms, nous avons le nom de Velázquez, ici le portrait équestre de Gaspar Guzmán, comte d'Olivares, fait aux alentours de 1636. Un achat qui sera fait à l'époque de Charles III, en 1708, car le tableau représente celui qui avait été promoteur de la construction du Buen Retiro. Et à partir de 1621, le roi Philippe IV
ayant 16 ans, il a en charge l'essentiel des affaires et assure la régence. Et Velázquez est le protégé de ce comte d'Olivares, et il reprend la manière de Rubens très onctueuse, lui donne une allure tout à fait royale. Très intéressant tableau car il est très rare qu'une personne non royale soit représentée sous la formulation du portrait équestre qui était plutôt réservé à la monarchie. Donc un cas un peu exceptionnel avec ce portrait de Gaspar Guzmán, comte d'Olivares. Judith au banquet d'Holoferne 1634, un tableau de Rembrandt. Une toile achetée au marquis d'Ensenada en 1768. Elle a souvent été, pendant les périodes anciennes, confondue avec le personnage d'Artémise, longtemps appelé ainsi d'ailleurs dans les collections, car on pensait à la reine qui va boire les cendres de son époux Mosol. Elle fait partie de cette série des héroïnes de l'Antiquité, qui servent de modèle, de prototype standard, à exalter les vertus des grandes femmes. Ce n'est pas un portrait de Saskia, comme on l'a beaucoup cru. Elle est davantage dans le canon esthétique standard de Rembrandt. Ces personnages avec beaucoup de force, montre aussi la résistance contre les envahisseurs, contre le pouvoir, contre ceux qui renversent, par exemple, le trône de son époux Mosol. Et ce tableau de 1634 fait partie des revendications patriotiques faites contre les Espagnols qui voulaient reconquérir et reprendre le pouvoir sur les provinces unies des Pays-Bas. Et derrière donc l'alibi de l'histoire antique se trouve finalement une revendication patriotique bien contemporaine et anti-espagnole. Clin d'œil de l'histoire, il est aujourd'hui présenté au sein du palais du Prado. C'est de nouveau Judith avec Holoferne, un tableau des années 1577, essentiellement de l'atelier de Tintoret. Un tableau qui est arrivé avec l'achat de la collection du marquis d'Ensenada, dont on a vu déjà une œuvre précédente de sa collection, achetée donc en 1768. Une recréation tout à fait méticuleuse ici de la tente du général assyrien, suggérée avec les immenses draperies. On constate que l'on dissimule en partie l'acte le plus sanglant, celui de la décollation de ce général. Judith tend un drapé sur le corps de celui qu'elle vient de tuer, respect aussi du personnage après l'acte commis, et la servante Agra, à gauche, est en train de placer la tête à l'intérieur d'un linge avant de sortir de la toile. Cette peinture fait partie d'acquisitions qui sont faites au XVIIIe siècle. Et autre thématique identique, toujours par Tintoret, avec ce Judith et Holoferne, un achat, cette fois-ci qui avait été fait en 1651 par Velázquez lorsqu'il se trouvait en voyage en Italie et en séjour à Venise. On voit donc que pendant le XVIIe, XVIIIe siècle, les œuvres achetées sont nombreuses et que le fonds est absolument colossal. Et arrive le moment où il faut présenter ces collections. On voit que déjà au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, plusieurs musées sont en cours de réalisation ou en gestation à travers toute l'Europe, et le Louvre sera inauguré en 1793, même s'il avait été très largement préparé depuis la fin de l'Ancien Régime. C'est donc dans ce mouvement de l'époque des Lumières et de la mise en valeur des collections que se met en place l'idée de la création d'un musée pour la ville de Madrid.
En 1809, Jérôme Bonaparte va décréter la création du musée de Madrid sous le titre du musée Joséphin, un lieu destiné à recevoir un cabinet d'histoire naturelle, une académie des sciences, projet qui avait déjà été mis en place et en germe à l'époque de Charles III à partir de 1785. Dans la tourmente engagée par l'occupation française, la suppression d'un certain nombre d'ordres religieux, de couvents. Beaucoup d'œuvres sont nationalisées et arrivent du clergé et vont compléter ces collections. Et nous avons ici le portrait de Marie-Isabelle de Bragance, reine consort, épouse de Ferdinand VII, qui régnait pendant cette période. Un tableau rétrospectif qui est fait en 1829, et on la voit ici présente face au Prado. Le tableau souligne le rôle particulièrement important qu'elle a eu pour la création de cet établissement, une œuvre peinte par Bernardo Lopez. La toile est demandée par la reine suivante pour rappeler son rôle moteur, puisqu'elle désigne de sa main droite les bâtiments du Prado et de son autre main, elle s'appuie et désigne les plans d'accrochage à l'intérieur du musée. Ce n'est pas simplement la silhouette du bâtiment, mais également les séquences choisies pour accrocher les toiles. Les premiers bâtiments du Prado, que l'on voit à l'intérieur de ce tableau fait par Bernardo Lopez, sont les bâtiments qui avaient été conçus par Villanueva en 1808. Les constructions seront achevées lorsque les troupes françaises entrent dans Madrid. Le bâtiment n'est alors pas rempli d'œuvres et, étant sans collection, il va servir de casernement aux troupes de Murat. Ensuite, c'est la reine qui va pousser à l'ouverture du musée lorsque les troupes françaises seront reparties, mais cette ouverture sera maintes fois retardée à cause de l'état catastrophique du bâtiment pendant cette occupation, et puis les volontés de donner d'autres destinations à ces bâtiments. Et donc elle aura quand même un rôle tout à fait prépondérant vraiment à l'initiative de la création de ce musée, d'autant plus que face à son époux Ferdinand VII, aussi peu intelligent que mauvais, elle va se montrer une protectrice acharnée des arts. Et donc, sous son égide, le musée va ouvrir le 19 novembre 1879. Ainsi, le Prado, musée royal de peinture, va prendre naissance. Au moment de son ouverture, ce sont 311 œuvres qui vont être exposées et comme nous sommes après l'occupation française, la décision est éminemment politique de ne présenter que des œuvres espagnoles, ce qui sera remodifié assez rapidement ensuite pour avoir une présentation beaucoup plus large du panorama artistique européen. Marie-Joseph de Saxe, qui devient reine à partir de 1819, elle est représentée ici par Vicente López Portana, sur l'insistance pressante de Marie-Joseph de Saxe, la nouvelle épouse. Elle va, elle aussi, être moteur dans le développement de ce musée. Son père avait créé le musée dans le palais du Zwinger à Dresde, et donc elle trouvera ici un projet pour cet accomplissement du Prado, et elle sera particulièrement bien épaulée par Vicente López Portana. Un autoportrait fait en 1840, il est conservé au Prado. Il fut le conseiller artistique pour les musées, mais d'ailleurs le véritable directeur du musée au moment de sa création, car les directeurs étaient des personnages politiques ou toute une série de nobles arrivistes et courtisans qui n'avaient aucune connaissance en matière des arts. Et face donc à ces nominations de courtoisie, heureusement que on avait choisi de ne pas laisser les politiques régner à la direction d'un musée, et c'est Portana, peintre lui-même donc, qui va être le premier
promoteur et grand directeur de ce musée. Un tableau ici qu'il fait en hommage à son ami Goya, et un tableau donc où il reprend un peu les principes du grand maître Goya. Tableau donc des années 1840, moment où les derniers grands travaux d'achèvement sont faits, et avec l'aide ensuite du directeur nommé le comte de Hirard, une galerie flamande va ouvrir à partir d'un projet lancé dès 1828. Une nouvelle présentation va être faite en ayant un thème d'école, donc de chacune des nations, école espagnole, école italienne, école française. On passe des 311 tableaux présentés à l'ouverture à 745 tableaux accrochés, alors que les collections comportent à cette époque déjà 1628 numéros. Donc il choisit ici vraiment de mettre l'accent sur la peinture. On ne cherche pas du tout une vocation encyclopédique comme au Louvre, avec les arts de différentes période, de l'Égypte jusqu'aux œuvres contemporaines, les œuvres des impressionnistes qui arriveront ensuite, qui seront transférées à Orsay, ou les œuvres de l'art asiatique qui seront ensuite au Louvre transférées à Guimet. On reste beaucoup plus resserré sur cette notion de musée de peinture pour le Prado, même si on réunit aussi quelques œuvres qui avaient été choisies et aimées par les souverains depuis le XVe siècle, dans un esprit tout à fait collectionniste. Ces collections qui étaient déjà abondantes, surtout à partir de l'époque des rois catholiques, et ces rois catholiques avaient eu une grande passion pour la peinture flamande, qui sera particulièrement bien représenté dans les collections du Prado. Charles Quint avait fait des acquisitions de Van der Weyden, de Van Eyck, d'Anthony More, puis se tourne aussi vers l'Italie, le Titien, bien sûr, qu'on a vu, un goût prolongé par Philippe II, Boots, Patinir, Campin, Gossart et puis Bosch, dont le musée du Prado a une des meilleures collections au monde, c'est le musée qui le dit lui-même, et grâce donc à ces différentes acquisitions faites au fil du temps, au moment de l'ouverture, on peut déjà disposer d'un panorama tout à fait conséquent. Et puis au XIXe siècle, les résidences royales commencent à regorger de tableaux, et en 1827, c'est plus de 4000 œuvres qui vont quitter les résidences royales pour être déposées au musée du Prado. Ainsi, le roi Ferdinand VII avait également fait une œuvre de protection du patrimoine, car les tableaux qui étaient considérés comme biens propres pouvaient rentrer dans l'héritage de ses enfants et être dispersés. Ils sont donc sauvés et disposés ainsi au Prado. À l'époque de la reine Isabelle II, nous la voyons ici en 1852, peinte par Winterhalter, un tableau conservé au Palais Royal de Madrid. La reine, donc devenue reine en 1843 et jusqu'à son abdication en 1870, même si elle a déjà été renversée par la Révolution de 1868, cette reine va être tout à fait attentive au développement du musée. On la voit ici, plus âgée, dans cette photo, un témoignage tout à fait intéressant de la présence de cette reine qui, politiquement, était plutôt passable, socialement assez médiocre, nymphomane, confite en dévotion suite à ses excès. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout sa décision d'intégrer les biens de la couronne dans une collection qui est considérée comme non personnelle, et à partir de 1865, elle sauve véritablement la vie du musée avec cette séparation définitive entre les collections royales et les collections muséales. Sa sœur Luisa Fernanda va renoncer à ses droits de succession sur les tableaux, et ainsi donc les œuvres rentrent avec des estimations qui sont faites à l'époque. Par exemple, pour le portement de croix de Raphaël que nous avons vu, c'est 4 millions de réaux. Les fileuses de Velázquez, considérées simplement à 120 000 réaux. On voit que domine encore l'aura de l'école italienne.
Le musée que l'on voit ici, aux alentours de 1899, à l'époque d'Isabelle II, ouverture de nouvelles salles, dont celle-ci, des accrochages faits en 1853, salles qui permettaient la présentation des dernières acquisitions, des œuvres qui venaient d'être restaurées. Et donc c'est dans un état en pêle-mêle ici que, sans distinction d'école ou de période, les œuvres étaient présentées, une sorte de grande salle d'actualité, un état qui va durer jusque dans les aménagements, les transformations faites en 1922. Donc en 1872, avec la révolution qui a eu lieu, la réunion du musée de la Trinité qui avait été fait pour recueillir les œuvres religieuses, de grands enrichissements se font en cette fin du XIXe siècle. En 1894, c'est aussi la création du musée d'art contemporain, avec une majorité d'œuvres du XIXe siècle, dont une partie seront ensuite déléguées au musée Reina Sofia pour une partie plus contemporaine. Le tout début du XXe siècle sera aussi celui de la première exposition qui aura lieu au sein du musée du Prado, 1902, première exposition temporaire qui est faite et consacrée au Gréco, dont on voit ici le catalogue. Donc le musée prend vie, se développe très bien pendant ce début du XXe siècle, jusqu'au moment où les jours plus troublés arrivent. En 1936, au moment de la guerre civile, le musée va être fermé le 30 août et on va nommer un nouveau directeur le 20 septembre et ce directeur sera Picasso. Directeur du musée tout à fait honorifique, il ne viendra absolument pas, mais il permet ainsi d'attirer le regard sur le musée et ses collections au moment où on a de très grandes craintes face aux franquistes, au moment donc de l'arrivée de Franco. On voit ici sa lettre de nomination à droite en train de peindre Guernica au mois de mai 1937. Pendant cette période, de très nombreux tableaux vont être alors sortis du musée pour les préserver. C'est ainsi que sur ces intéressants documents, on voit des œuvres comme les Ménines, ici, dans l'encadrement de la porte, des tableaux comme également le Tresse de Maillot, en tout 1043 œuvres considérées comme les plus importantes et essentielles des collections vont être transférées à Valence en 1936, moment où de nombreuses batailles ont lieu dans les rues de Madrid et où des bombes incendiaires sont parfois lancées. Donc des déplacements qui se font non sans risque d'ailleurs, en fonction aussi de l'avancée des batailles. Ils partiront après Valence à Barcelone et à Figueras. En ville, je vous disais, des bombes incendiaires sont lancées. Le musée, d'ailleurs, sera touché par des éclats, mais par chance, pas d'incendie. On voit que les mosaïques au sol sont protégées, que les grandes tables ou les statues sont entourées par ces grands sacles de protection. Et à partir du moment où les œuvres sont arrivées en Catalogne, les directeurs du musée vont décider de faire un train spécial d'envoi à Genève auprès de la Société des Nations, de façon à protéger les œuvres, mais aussi à les exposer, et une exposition sera faite sur place. Avec le retour au calme en Espagne, en mai 1939, le musée va décider de réouvrir et c'est comme cela que les œuvres vont revenir pour la réouverture au mois de juillet 1939. Seulement se pose aussi le problème d'espace, de lieu pour les expositions. L'ancienne salle de bal du Casón del Buen Retiro va être donc affectée pour certaines expositions, et ça sera le cas notamment à partir de 1981, moment où on y présentera le tableau de Guernica, arrivé de New York, jusqu'à le temps que la donation Picasso soit absorbée au sein du musée de la Reina Sofia. Donc toutes ces œuvres reviennent et se trouvent aussi enrichies de nouvelles acquisitions et on avait vu les disparitions d'un certain nombre d'édifices religieux, de nouvelles toiles arrivent également en cette moitié du XXe siècle.
l'Immaculée Conception par Murillo, une commande faite en 1678 pour l'Hospice des Vénérables de Séville. C'est une prise de guerre qui avait été faite par le maréchal Soult en 1813, et à sa mort, 109 peintures sont vendues par ses héritiers et se trouvent rachetées par les héritiers, ou parfois avec des échanges, et c'est ainsi que l'on fera un échange avec le Louvre, et en 1941, donc par un jeu de passe-passe, le portrait de Velázquez, de Marianne d'Autriche, va arriver au Louvre, et le tableau de Murillo va pouvoir repartir vers l'Espagne. Autre jeu de mouvement dans les collections, la Dame d'Elche, une œuvre du 5e siècle avant notre ère, aujourd'hui déposée au musée archéologique de Madrid. Elle avait été découverte dans un champ, dans une propriété privée, au mois d'août 1897. De très nombreuses embrouilles, des retards de paiement de l'État espagnol ont fait que le musée français du Louvre a réussi à l'acheter en 1897. Et ensuite, par des jeux d'échange, elle pourra revenir en Espagne. D'ailleurs, le Louvre, lui, a pu s'enrichir de très belles œuvres et d'une collection espagnole, la donation Bestegui, qui avait d'abord été proposée à Madrid, mais le directeur avait refusé cette acquisition, car il était très proche de ce riche collectionneur basque, et pour ne pas être soupçonné de manipulation, il préfère refuser l'achat ou une partie de la donation, et c'est comme ça que cette donation à la Bestegui arrivera au Louvre. Et puis des cas particuliers dans ces collections, issus des pillages français, ici avec le cas des époux Arnolfini, tableau de Van Eyck de 1534. Le tableau se trouvait au Palais Royal de Madrid. Avant, il avait appartenu à Marguerite d'Autriche. Il va passer à Marie de Hongrie et donc arrive en Espagne à la fin du XVIe siècle. Frédéric Quillet, antiquaire qui se servait très largement au passage au moment des campagnes napoléoniennes, est envoyé en Espagne où il est nommé comme responsable des inventaires, en particulier dans les couvents qui avaient été fermés, et devait ainsi orienter les affectations des tableaux. Le tableau est remis à un officier. Il est pris par les Anglais, qui alors étaient les alliés des Espagnols, et suite bien aux défaites de Napoléon, le tableau finit finalement par arriver à la National Gallery de Londres. Voici donc un otage politico-diplomatique, aujourd'hui hébergé à Londres, mais en remerciement du soutien anglais par les autorités espagnoles du début du XIXe siècle, le tableau est tout à fait légalement hébergé à Londres. Un autre cas, ici avec l'Aguador de Séville, 1620 pour ce tableau, donc ce porteur d'eau fait par Velázquez. Wellington, lui, refuse de rendre les tableaux qu'il avait pris. Il a dit à l'époque que c'était des bagatelles prises en guise de souvenirs. Vous voyez qu'il avait pu choisir quand même de magnifiques œuvres. Ferdinand VII lui demande avec insistance la récupération des tableaux, mais le tableau reste dans les collections de Wellington à Aspley House à Londres. Il disait alors que le tableau lui avait été tout à fait offert en remerciement du soutien des troupes anglaises face aux troupes napoléoniennes. Voilà comment quelques œuvres pendant cette période mouvementée vont aller à Paris, vont revenir. Certaines seront renvoyées immédiatement par de noms qui les trouvaient sans aucun intérêt et absolument pas dignes d'être exposées au Louvre. Le musée, comme on le voit, est donc riche de milliers d'œuvres. C'est comme cela qu'en 2007, une extension a été faite. On voit le plan en coupe avec en partie gauche le Prado ancien. En dessous de la rue,
un passage qui nous amène vers le bâtiment moderne à droite. On le voit sur la photographie en couleur. Et ce bâtiment enchâsse la structure du cloître des Géronymites, une architecture nouvelle qui est faite par Raphaël Moneo. Et ainsi, avec cette extension, on a conservé les galeries du cloître, les bâtiments tout autour étaient très fortement endommagés, et on a réparti autour de ce grand atrium des espaces de réserve, de recherche, mais aussi sur les parties latérales de grandes salles pour les expositions temporaires. Je vous propose maintenant de voir quelques-unes des plus grandes œuvres de cette collection de Madrid, et pourtant déjà, elles étaient déjà bien nombreuses, et notamment quelques-unes venues dans la collection espagnole, des œuvres des maîtres flamands, parfois avec des aventures rocambolesques. Et c'est le cas pour cette descente de croix de Roger van der Weyden, tableau fait entre 1730 et 1735. Grande toile, 2,20 m sur 2,62 m. À l'époque, le tableau est acheté lorsque ce Roger van der Weyden s'appelait encore Rogier de la Pâture. Il avait appris son métier dans l'atelier de Robert Campin. Il va épouser d'ailleurs la nièce de ce maître. Il est compagnon jusque dans les années 1432, mais son talent est immédiatement reconnu, il devient maître et c'est à ce moment donc que ce tableau est fait. Il a une réputation de très très grand prestige, il est très rapidement collectionné et ce tableau est une commande de la Guilde de l'Arbalète à Louvain. Acheté au XVIe siècle par Marie de Hongrie, qui est la régente des Pays-Bas. Elle aurait aussi voulu d'ailleurs acheter la Madone de Joris van der Pal. Et une centaine d'années après l'acquisition par Marie de Hongrie, le tableau va ainsi quitter Louvain et on en fait une copie faite par Michel Coxy en remplacement pour l'installer à l'intérieur de l'église. Philippe II achète à sa tante une grande partie de sa collection et le tableau part en Espagne en 1555. Il est mis en caisse, part dans un bateau qui va s'échouer sur un banc de sable et la caisse tombe à l'eau. Heureusement, ce sera sans gravité. La caisse était magnifiquement réalisée et lorsqu'il arrive en Espagne, il n'a subi absolument aucun dommage, quelques très infimes éclats. Et donc le tableau sera installé en 1566 dans l'oratoire du pavillon de chasse d'El Pardo à Madrid. Puis il va ainsi rapidement gagner l'église de l'Escorial qui venait fraîchement d'être achevée à l'initiative de Philippe II. Et voilà comment ce tableau va arriver dans ce grand établissement. On sait que le roi fut vraiment touché par les expressions des personnages et qu'il a d'ailleurs défendu toute restauration sur les visages. On a fait quelques petites reprises sur les costumes, mais l'œuvre a été magnifiquement préservée. Et aujourd'hui, elle resplendit de nouveau de tout son éclat après une restauration et un nettoyage fait en 1992-1993. Arrive également dans les collections du Prado des tableaux de Jérôme Bosch, 3 tableaux qui auparavant avaient été abrités au cœur de l'Escorial. Nous avons ici le Jardin des Délices, peint entre 1494 et 1505 par Jérôme Bosch, peut-être pour le mariage de Henri de Nassau-Breda à Bruxelles. Il passe par héritage dans les collections de Guillaume d'Orange et sera confisqué par le duc d'Albe en 1568. Le duc d'Albe le cédera à la couronne et en 1593, il arrive à l'Escorial où il sera placé jusqu'en 1939, moment où il va gagner les Cimaises du Prado.
un tableau qui serait un speculum nuptiarium, c'est-à-dire un miroir nuptial servant à instruire les nouveaux mariés de l'importance du respect des liens du mariage. Toutefois, des recherches récentes le considèrent davantage comme un miroir au prince, c'est-à-dire une banque d'images souvenirs, en quelque sorte pouvant provoquer la discussion entre les membres de la cour regardant le tableau. Le but est de les former moralement dans leur future fonction de gouvernants et de tirer leçon à toutes les mésaventures qui arrivent depuis le péché originel que l'on a sur la gauche, les enfers, toujours impressionnantes chez Jérôme Bosch sur la droite, et les actions des humains qui engageront ainsi leur destinée future. Autre tableau, toujours de Jérôme Bosch, cette charrette de foin des années 1501-1502. L'humanité est ici en proie à toutes les tentations, aux vices depuis le péché originel que l'on retrouve à gauche jusque vers les enfers à droite. Le tableau vient de la vente de Felipe de Guevara à la famille royale d'Espagne en 1570. Un tableau qu'il tenait de son père et qu'il l'avait acheté. La sentence populaire ici est illustrée par le panneau central, donc des mots, des maximes qui sont souvent mises en peinture par les peintres flamands. La formule était: le monde est un chariot de foin, chacun en prend autant qu'il peut. Le foin est donc une allégorie des biens terrestres. Les puissants comme le pape, l'empereur ou un roi se précipitent en procession à l'arrière, à gauche, sur le côté de cette grande meule de foin pour essayer d'en récupérer les fruits. Le peuple, lui aussi, veut l'escalader jusqu'à s'écraser et s'entretuer pour monter et prendre ainsi une partie de ses biens. Et d'autres, par contre, reçoivent sans difficulté toutes ces richesses. L'abbesse, entretenue par les moniales, les guérisseurs, qui par leur duperie arrivent à capter les biens, l'argent ou les dons faits par les crédules. Et au-dessus, ce sont les plaisirs hédonistes au son de la musique qui sont faits sur ce grand chariot tiré par des êtres diaboliques. Un tableau dont une seconde version avait été achetée par Isabelle II, et c'est la deuxième version qui est aujourd'hui conservée à l'Escorial. Toujours de Jérôme Bosch, ces 7 péchés capitaux. Et les 4 dernières étapes humaines, tableau des années 1500. Cercle autour du thème de la mort, du jugement, des enfers et de la gloire. En bas du cercle, le principal thème autour de la colère, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, on va découvrir l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, la luxure et l'orgueil. Au centre de tout cela, l'œil de Dieu, d'où émerge en guise de pupille un Christ sortant du tombeau avec cette inscription: attention, attention, Dieu vous voit. C'est un achat de Philippe II qu'il déposera en 1574 dans le monastère de l'Escorial. Au milieu de toutes ces collections de peintures prennent place quelques œuvres un peu à part. Vous avez ici cette aiguière en cristal de roche qui est faite dans les années 1550 ou 1600 au plus tard dans les ateliers Miseroni, un atelier milanais qui fournissait toute l'Europe en vases de pierre dure, de coquillages et de cristaux. Elle fait, cette aiguière, partie de la collection du dauphin, du fils de Louis XIV, le père de Philippe V. À la mort du dauphin, en 1712, Louis XIV veut que les plus belles pièces de sa collection soient envoyées à son fils, à Philippe V, et dès 1724, ses œuvres seront exposées dans le palais de la Grande Rat. Charles III va considérer ces objets davantage du point de vue scientifique. Pendant le XVIIIe siècle, ce sont plutôt les pierres, les qualités des gemmes qui vont être appréciées. C'est comme cela que ces coupes, ces aiguières vont arriver au cabinet royal d'histoire naturelle en 1776. Mais de cette façon, les œuvres sont préservées. On a la chance aussi de voir que les étuis magnifiquement réalisés aux armes du dauphin de France sont conservés.
Et donc, dans les parties basses du musée, avec une nouvelle présentation faite en 2019, sont présentés quelques-uns de ces trésors de la collection du Dauphin, une ici grande aiguière en cristal de roche, toujours faite par ces ateliers Miseroni. Également une coupe avec une sirène en or des années 1500-1550, agate, or, émail, rubis, diamant, peut-être un travail français inspiré par les modèles comme ceux de Benvenuto Cellini et la célèbre salière qu'il avait réalisée pour François Ier. De nombreuses pertes de casse ont eu lieu pendant l'occupation française des troupes napoléoniennes, mais donc toutes ces œuvres un temps passé dans le cabinet royal d'Isabelle II, sont revenus au musée du... On notera encore, par exemple, cette coupe en lapis-lazuli du XVIe siècle, toujours des ateliers Miseroni. Les anses sur les côtés ont été volées en 1918, mais subsistent ici ces deux magnifiques dragons qui servent de base à la coupe, ou également le coffret rectangulaire au camé, travail des années 1630-1640, certainement par Balthazar Le Mercier, 113 applications en agate, améthyste, calcédoine, lapis-lazuli, onyx, opale de feu, or et argent doré, qui en font une des œuvres assez emblématiques de ce goût de la collection dans une idée impériale au moment du XVIIe siècle. Mais jusqu'ici, nous avons vu encore assez peu de peinture espagnole. Elle avait encore à conquérir toute sa place au sein de ce musée, et pourtant au cœur de la capitale espagnole. Finalement, aujourd'hui, on peut quand même découvrir beaucoup de ces toiles, depuis des fresques romanes du XIIe siècle jusqu'à des œuvres du XXe siècle. Voici quelques-unes des œuvres les plus significatives de la peinture espagnole conservée au Prado, ici. Ce retable de Saint-Christophe, fait vers la fin du XIIIe siècle, 2,75 m de haut, pour cette grande peinture castillane qui trahit ici les influences françaises. C'est le raffinement des silhouettes, les formes un peu longilignes. Les petites têtes, elles, font peut-être penser davantage à un travail fait par un exécutant anglais. Il reprend ainsi le type de physique de certaines miniatures britanniques. Intéressant effet ici, tout en bas de la figure de Saint Christophe, avec ses pieds dans l'eau, une eau poissonneuse, où on essaie de suggérer ici une vue à travers la matière aquatique, et sur les côtés, à gauche, des scènes de la vie de Saint-Pierre, et à droite, des saints, Saint-Pierre, Saint-Blas et Saint-Émilien, un des saints de la région de la Riora, où le tableau avait certainement été abrité. On retrouve aussi des lions et des tours de Castille dans l'encadrement d'origine, les fins bandeaux que nous avons autour de l'œuvre. Épisode de la vie de Madeleine et de Baptiste, panneau de 1356 ou 1359 fait par Jaime Serra, auteur des panneaux de 2 mètres. Un artiste qui travaille à Barcelone dans le style italo-gothique, tout à fait en vogue à cette époque, une dérivation du style italien, style d'ailleurs florentin, qui se met à cette époque à supplanter le style français, qui était évidemment beaucoup plus proche, mais le voyage des modèles artistiques devenant plus important pendant cette moitié et fin du XIVe siècle, voici comment le goût florentin va commencer à triompher. À l'ouverture du musée, donc l'art espagnol, au début du XIXe siècle, était encore assez méconnu. Les rois avaient surtout collectionné les artistes étrangers qu'ils avaient mis en avant, et les tableaux qui vont arriver des églises transformées, des couvents supprimés, vont donner cette impulsion à l'arrivée de nouvelles œuvres pendant tout le XIXe siècle au sein des collections du Prado. Une Pietà avec donateur sur la partie gauche, tableau des années 1465-70 par Fernando Calego.
Avec l'occupation des Pays-Bas par les Espagnols, évidemment, un courant dans le type flamand va se faire jour pendant le XVe siècle. Et Gallego est l'un des principaux représentants de cette tendance. Il reprend l'expressivité des Flamands, il exagère un peu les rictus, il va durcir les plis des étoffes pour leur donner une allure un peu anguleuse, comme on le voit ici tout autour du vêtement de la Vierge. Il s'éloigne un peu du style international, ce gothique élégant, soigné, qui était collectionné par les cours européennes et notamment prisé par les cours allemandes. Il accroît aussi la dimension du pathétique, soulignée par des yeux entr'ouverts du Christ, des moments un petit peu plus dur et plus touchant. Et ce courant va profondément rénover la peinture ibérique avec une autre donnée, c'est aussi le moment de l'arrivée de la peinture à l'huile. Tableau de Pedro Berruguete, un autodafé des années 1493 ou 1499, tableau provenant de la sacristie du couvent de Saint-Thomas à Avila. Saint Dominique, Dominique de Guzman, est chargé par le pape Innocent III d'éradiquer l'hérésie albigeoise des Cathares, et ici, Raimundo de Corcy est en train d'abjurer son hérésie. C'est un procès, sentences d'exécution qui sont aussi représentées dans la même scène. L'artiste avait été formé en Italie, il avait notamment travaillé pour le duc d'Urbino, et il revient en Espagne dans les années 1480 et s'installe en Castille. Et il syncrétise ici le goût du gothique mudéjar et introduit aussi un substrat, on peut dire, un terreau hispano-flamand avec les leçons qu'il a reçues en Italie. C'est donc un bel art de synthèse que celui de Pedro Berruguete. Crucifixion des années 1509-1519, faite par Juan de Flandres, Jean de Flandre. Entrée par Dacion en 2005, le tableau est une inspiration de Mantegna. On a un panneau approchant qui est conservé au Louvre. Ici, une peinture donc faite à partir de 1509 à Palencia pour un grand retable d'une crucifixion. Le retable a été inachevé et ici on a un des éléments de la prédelle de la partie basse. Donc, un des principaux initiateurs de ce style de la Renaissance en Castille, c'est le rôle de Juan de Flandres, où il arrive en 1496 au service d'Isabelle la catholique. Un style très proche de l'école de Bruges, de Van Eyck, de Memling, de Gérard David, avec un ajout italien pour la beauté un peu idéalisée, une utilisation aussi très délicate de la lumière, notamment sur les éléments décoratifs ou sur les costumes. On notera aussi une tendance à la vision architecturale italienne et aux belles perspectives. Madone à l'étang, aux alentours de 1656, par Luis de Morales, spécialiste des scènes intimistes. Ici, c'est peut-être la plus belle de ces multiples versions de cette Madone à l'étang, une belle subtilité du voile transparent, une attitude finement mélancolique. C'est une renaissance qui arrive alors dans la peinture espagnole, renaissance par l'immédiateté de ce maniérisme qui va être adopté par les peintres espagnols, avec une certaine tendance à l'exacerbation des mouvements, des attitudes, les jeux ici des mains, où toutes les articulations sont très très marquées. Valence est un point d'entrée des modèles italiens, mais également Tolède et Séville, qui seront des foyers tout à fait importants. Et là, donc, on a vraiment une nouvelle assimilation de ce goût de la peinture étrangère. Le prince Don Carlos sur la droite, 1555 ou 59, par Alonso Sánchez Coelho, et les infantes Isabella Clara Eugenia et Catalina Micaela, tableau sur la gauche, 1575. Le prince est peint ici après son retour d'un voyage dans les Flandres,
fils aîné de Philippe II et de sa première épouse, Marie de Portugal. Une belle image tout à fait délicate et sereine, pleine d'élégance pour ce prince malade, totalement abattu psychologiquement, une grande fragilité, une très très mauvaise santé. Il cumule malheureusement une consanguinité colossale. La fenêtre que nous avons ici a été redécouverte simplement en 1990 après une restauration et on voit un aigle en train de s'emparer des colonnes d'Hercule. C'est le symbole de la monarchie espagnole, une allégorie ici donc à la fois de l'Espagne et mythologique dans le goût d'un Jupiter flamboyant. Sur ces portraits, on voit que nous avons affaire à un peintre de cour de la cour de Philippe II qui va définir ici le type du portrait de cour espagnol. Les filles de Philippe II et de sa troisième épouse, Élisabeth de Valois, sont habillées comme des adultes, des vêtements totalement couvrants. Le but est de propager véritablement une image dynastique. Les visages deviendront parfois d'ailleurs un peu interchangeables. Des tableaux qui proviennent du palais du Buen Retiro à Madrid. Arrivé dans le panorama espagnol d'un maître tout à fait iconoclaste, c'est le Gréco. Le Gréco nous peint ici cette trinité entre 1577 et 1579. Elle provient du grand autel de la chapelle funéraire de Dona Maria de Silva dans le couvent de San Domingo de Tolède. Une dame d'origine portugaise qui travaille au service d'Isabelle de Portugal, la femme de Charles Quint, et Don Diego de Castilla sera son exécuteur testamentaire. Ce Diego de Castilla était un ami du Gréco depuis qu'il s'était croisé à la cour romaine du palais Farnèse et il sera le promoteur des commandes espagnoles pour le Gréco. Un travail tout à fait spectaculaire par la lumière et par les coups de brosse toujours virtuoses chez le Gréco. Il reprend ici une gravure de Durer. Il élimine les références à la Passion. Les plaies sont moins présentes que dans la peinture espagnole très dramatique à cette époque où les effets sont très sanguinolents et il accroît les effets de sentiment par la proximité du père, ici comme dans une Pietà, et par cette saturation lumineuse et colorée. Une des icônes et un des emblèmes du musée du Prado, c'est ce chevalier à la main sur la poitrine, toujours par le Gréco dans les années 1580. Il obtiendra, ce Gréco, vraiment une grande reconnaissance pour ses portraits. Ce sera beaucoup plus compliqué pour le reste de son œuvre, mais ici, pour l'art du portrait, il arrive à assimiler la tradition de sobriété espagnole, ajoutée à cela avec une certaine distance, une certaine hauteur. Il reprend aussi les principes faits par le Titien lorsqu'il séjourne à Venise et qu'il peut observer l'étoile du maître, fond sombre, costume sombre ici des personnages de la cour, et des points de lumière pour faire ressortir les éléments principaux, le visage ou quelques accessoires. Ici, une ostension assez discrète mais affirmée de la chaîne d'or que l'on voit entre les doigts ressortir sur le costume, l'épée qui sert d'incarnation du rôle de chevalier chrétien espagnol. Le tableau reste attribué comme étant un personnage inconnu, mais serait très certainement Juan de Silva, un notaire de Tolède qu'a pu connaître le Gréco. Caractéristique aussi d'une certaine épure de l'art espagnol, cette nature morte au gibier, légumes et fruits, tableau de 1627 par Juan Sánchez Cotán. Cotán développe le parallèle entre la manière des Pays-Bas et la manière espagnole, avec ce goût de la présentation exacte de la nature, dans une récupération tout à fait érudite. Et chez Cotán, on a une sorte de géométrie assez rigoureuse qui va être mise en valeur par un éclairage très intense sur un fond obscur, des ombres très appuyées, c'est finalement quelque chose de très caravagesque. Le cardon, ici, tout à fait typique de ces morceaux qu'on retrouvera dans ces
ses œuvres. L'idée dans ces peintures est de dépasser, de rivaliser les œuvres antiques faites par Zeuxis, peintre grec, qui avait fait une célèbre grappe de raisins, et les oiseaux s'étaient mépris tant il imitait parfaitement la nature et était venu essayer de picorer ces raisins. Aucune des toutes premières natures mortes qui avaient été faites en Espagne par Blas del Prado n'a survécu, et Cotán est donc le premier représentant de cette école des natures mortes en Espagne. C'est le bodegón, donc tel qu'on l'appelle en Espagne, qui montre à quel point les commanditaires recherchaient vraiment le côté virtuose avec ces peintures. Marie-Madeleine, 1641, suave représentation de José de Ribera. Il fait une série de saints en pénitence. Une fascination de la société espagnole pour la prière pénitente, pour la solitude dans la nature. Une très belle structure de diagonale accentuée ici à l'arrière par le tronc d'arbre juste à l'arrière de la Sainte. Une figure tout à fait monumentale sur ce fond sombre, mais où la lumière arrive et où on a une perspective ouverte vers les cieux. Un joli chromatisme de ces tissus qui vient en contraste avec ce visage très pâle en pleine dévotion. Une peinture entre mysticisme et une certaine sensualité qui n'était pas sans déplaire. Apparition de Saint-Pierre à San Pedro Nolasco, tableau de 1629 fait par Zurbarán. Une série de représentations de saints est commandée par le cardinal Borgia. Nous sommes alors en Italie. Cette commande est faite à Giuseppe Martinez, un jeune espagnol qui se trouve à Rome. Une gravure sera immédiatement faite autour de ces projets, et c'est à partir de cette gravure que Zurbarán va travailler pour faire cette représentation spectaculaire d'une vision divine en pleine lumière vibrante et incandescente, un Saint-Pierre qui apparaît à Pedro de Nolasco. Saint-Pierre de Nolasque, 1189-1256, c'est le fondateur de l'ordre de Notre-Dame de la Merci, dont le but était le rachat des captifs aux musulmans. Et Saint-Pierre lui demande de poursuivre à la fois l'évangélisation de l'Espagne, on est en pleine période de début de Reconquista, et également de poursuivre ces rachats de chrétiens pris par les musulmans. Le tableau est réalisé pour le couvent de cet ordre de la Merci, donc l'ordre fondé par Nolasco, au moment où le saint venait d'être canonisé, canonisation en 1628 et tableau réalisé en 1629. Un tableau par Velázquez, le portrait du sculpteur Juan Martínez Montañés, 1636 ou 35. Il mène une carrière en Andalousie, à Grenade et à Séville. En 1635, moment où le tableau est fait, Montañés arrive à Madrid pour réaliser un buste et ensuite une reproduction de la sculpture équestre qui avait été faite à Florence par Pietro Tacca. Donc on le voit en train de réaliser ici le buste sur la partie gauche, et c'est ce buste qui servira de modèle pour la réalisation de la grande sculpture placée ensuite sur la Plaza Oriente, en face, sur le côté du Palais Royal de Madrid. Hommage donc à un confrère artiste par Velázquez dans ce tableau de 1635 ou 36. Velázquez avec ce Christ crucifié, spectaculaire vision du corps du Christ aux alentours de 1632, fait pour le couvent des bénédictines de San Placido à Madrid. Une commande faite très certainement par Philippe IV. Immense simplicité des effets, somptuosité des moyens, 4 clous, ici, comme le recommandait son maître Pacheco, un fond de tenture vert très foncé, légèrement tourné à l'occasion de restauration et de repeint ultérieurs. On a presque l'impression ici d'être face à une sculpture, mais dans cette peinture, il réduit les effets sanguinolents de la statuaire espagnole pour permettre une impression plus silencieuse de méditation face à ce tableau.
On pourrait passer une séance entière à parler de ce tableau, Les Ménines de Velázquez, tableau de 1656, peint dans les appartements du prince Al-Alcázar de Madrid, au Palais Royal. C'est l'infante Marguerite, deux demoiselles d'honneur, les Ménines, Isabelle de Velesco et Maria Augustina Sarmiento, qui viennent lui proposer à boire pendant cette séance de pause. Sont venus pour la divertir la naine Marie Barbola et le bouffon Nicolasito Petrussato. À l'arrière, l'écuyer de ces dames de la cour, et on voit dans la porte le chambellan José Nieto. Dans le miroir auprès de lui, près de la porte, en buste, le roi et la reine. Un sens tout à fait aigu de cette perspective et de la lumière, un sens tout à fait dynastique pour la mise en scène d'une infante qui est au centre de la composition, tout autour sa cour et au fond ses parents, donc son ascendance, et c'est surtout une véritable exaltation de l'art de peintre que l'on a ici, avec les tableaux dans le fond, qui sont des copies faites par Jean-Baptiste Martinez del Manzo, qui reprennent des tableaux de Rubens, Minerve et Arachné, de Jordaens, Apollon et Pan, des scènes mythologiques qui exaltent la noblesse et la libéralité de la peinture, et le peintre ici dans l'acte de peindre, mais vraiment en tant que grand maître des arts. Œuvre par Francisco de Goya, cette Mara desnuda aux alentours de 1800. À l'ouverture du musée en 1819, il y a 3 œuvres de l'artiste, il était finalement un des Espagnols les plus représentés à l'intérieur du musée. C'est toujours le cas d'ailleurs, puisque aujourd'hui il y a 150 peintures et 500 dessins qui sont conservés au Prado, ainsi qu'une grande collection de gravures. On notera qu'il fit partie du comité de sélection pour les envois des œuvres vers la France pendant l'occupation espagnole. Ce sont 2 peintres, Goya et Maella, et le restaurateur Napoli, tous 3 espagnols, qui devaient tailler à l'intérieur des collections nationales pour les envoyer en France. Travail protéiforme et tout à fait incroyable de Goya, qui prépare la totalité du 19e et du 20e siècle dans sa façon de peindre. Il intéresse aussi bien les artistes, les sociologues, les psychologues par son travail et par sa personnalité. Un personnage riche par sa formation. Il est né en 1646, donc il commence à travailler au moment où on a tous les avatars du rococo. Il passe vers une période académiste et ensuite va créer un style vraiment très personnel, centré sur l'homme et ses vicissitudes. Un tableau que nous avons ici très certainement commandé par Godoy, ministre et mécène inconditionnel de Goya dès 1795. Ce sera le seul nu de l'artiste, fait à une époque où l'Inquisition est encore importante. Elle ne sera mise à l'arrêt de façon officielle qu'en 1834. Goya lui meurt en 1828, et le tableau apparaît comme étant attesté, en tout cas, dans les collections du Palais du Prince de la Paz en 1808, dans une salle de nus. On a Titien, Velázquez, avec la Vénus au miroir, qui maintenant est à Londres. Le tableau va être offert par la duchesse d'Albe. On a imaginé d'ailleurs qu'elle avait été le modèle, à moins que ce ne soit plutôt Pepita Tudo, la maîtresse de Godoy. En tout cas, donc, c'est dans cette idée que ce tableau est réalisé, hommage très sensuel, allusion mythologique, mais regard sans pudeur, tout à fait inquisiteur. Et entre 1800 et 1808 au plus tard, dans la collection Godoy, au moment où il apparaît, la voici vêtue, cette fois-ci, un vêtement qui est tout à fait intéressant parce qu'il révèle toutes les formes anatomiques. Tout est un peu réinterprété, mais tout réapparaît, que ce soit au niveau du cou. Bel effet de couleur et de lumière avec ce petit boléro à pompons, la ceinture rose qui rajoute de l'éclat à sa peinture. Un tableau qui dérive de la représentation de Manolo et Manola, les personnages très populaires de Madrid, d'où le titre
postérieure donnée à ces deux œuvres, Marat, c'était las Maras, les dames populaires de Madrid. Un tableau donc, qui arrive au Prado en 1901. Auparavant, il avait fait partie du fonds de l'Académie royale de peinture de San Fernando. De Goya, toujours, un tableau, le Tresse de Mayo, tableau peint en 1814. Il fait partie de ces peintures qui sont faites pour le roi d'Espagne, avec la journée précédente, le dos de Mayo, l'attaque des Mamelouks, au moment du retour de Ferdinand VII. Le tableau arrive dès 1838 au Prado, mais reste en réserve, ne sera sorti qu'en 1845. Ces journées de soulèvement populaire contre l'armée française, qui ici fusille les insurgés sur le Paseo del Prado, donc juste au pied finalement de l'actuel musée. On a ici une œuvre à l'impact tout à fait impressionnant, plein d'expression, de résignation, de désespoir, d'un appel à la clémence qu'il lance à travers cette peinture, une puissance de la lumière de la lanterne au pied des soldats qui envoie la lumière de façon très crue sur les fusillés, l'arrivée de nouveaux fusillés qui arrivent ici par la porte de la Vega, les tours à l'arrière de l'église de Santa Maria del Real et de San Nicolas, un tableau qui va largement influencer les peintres qui arriveront ensuite, comme Manet et jusqu'à Picasso, qui en fera des... et une peinture, toujours de Goya dans les années 1820-1823 au plus tard, qui fait partie de ces peintures sombres de ses dernières années de vie. Il meurt en 1828. Des peintures faites dans sa maison, une maison qu'il avait achetée en 1819. Il tombe malade et il va peindre sur les murs des paysages fantastiques dans un premier temps, puis des scènes dites de peinture noire. Au moment où il décide de partir pour Bordeaux, où il meurt, donc son départ se fait vers 1823, il va donner la propriété à son fils, ensuite c'est le baron Erlanger qui en sera le dernier propriétaire, qui va faire transposer les peintures murales sur des toiles. Et c'est comme ça que ces visions chimériques et effrayantes, comme celle d'un Saturne dévorant ses enfants, ont pu être sauvées et arriver au Prado. Ce parcours avec quelques dernières œuvres de la fin du XIXe siècle, car après Goya, on va connaître une période très académique, mais assez peu innovante dans la peinture espagnole. En 1877 apparaît la personnalité intéressante de Francisco Pradilla. Il représente ici Jeanne la Folle, un tableau acquis directement auprès du peintre en 1879. C'est l'œuvre maîtresse de ce peintre, qui acquiert avec ce tableau, à l'âge de 29 ans, une réputation tout à fait internationale. Il choisit des thèmes avec beaucoup de sentiments. Il y a la Libye historique, mais c'est davantage le sentiment qui l'intéresse. Approche romantique ici, plus qu'une réalisation réaliste. Jeanne la Folle, fille des rois catholiques, accompagne le cercueil de son époux, Philippe le Beau. La scène se passe en 1506. Elle chemine entre Burgos et Grenade, qui était le lieu d'inhumation traditionnelle des souverains. Elle est enceinte de sa fille, l'infante Catherine d'Autriche. Une composition ici avec un très bel effet de recentrage sur le personnage. Tout est en croix convergent vers la partie centrale. De très beaux soins de détails réalistes, et tout cela influencera de très nombreux artistes. Portrait ici de Aureliano Beruete, un tableau qui est fait par Joachim Sorolla. Sorolla est un peintre de la lumière. Il n'aime absolument pas peindre les portraits, mais ça sera pourtant une partie essentielle de sa carrière, même s'il trouvait ça très pesant. Ici, il peint en tant que véritable héritier du siècle d'or espagnol, son ami, qui était peintre aussi, un visage qui se détache de façon tout à fait limpide sur ce fond sombre. Joachim Sorolla
le peintre de la lumière, des beaux jours et de l'éclat. On voit ces enfants sur la plage, œuvre de 1910, un don de l'artiste fait au musée d'art moderne, une œuvre de maturité tout à fait représentative de son thème favori, celui des bords de mer et de ces beaux éclats lumineux. Il peint d'après la nature sur la plage de Cabanal à Valence, bien que la toile fasse 2 mètres de large, et sait admirablement traduire les jeux de lumière sur le sable, sur les corps, sur l'eau, avec des touches très amples et un magnifique travail de l'utilisation du blanc pour les rehauts de couleurs. Voici donc quelques-unes des œuvres plus qu'emblématiques du Palais du Prado, et j'espère seulement vous avoir donné envie d'aller visiter de nouveau ce Prado dès que tout cela sera possible. Merci de votre attention.